Bonjour tout le monde, vous avez aimé mon tutoriel sur les avatars, les personnages virtuels, mon moi virtuel, mais vous aimeriez peut-être faire des mondes virtuels persistants, des métavers. C'est ce que je fais en ce moment et j'essaie de vous montrer les petites astuces dans Blender. En général, on utilise Unity, c'est beaucoup plus pratique et plus simple pour ce genre d'expérience, mais c'est faisable tout à fait avec Blender. Un petit récapitulatif des éléments dans Blender à savoir, à connaître, pour modéliser et pour exporter. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc dans Blender. Qu'est-ce que je vais préparer? Alors déjà, normalement, vous devez avoir préparé un croquis, quelque chose, des images de référence, pour savoir exactement ce que vous allez modéliser. Mais avant de commencer, je vais déjà préparer mon dossier Blender. Pour ce faire, je vais avoir des limitations techniques. Dans chaque métavers, dans chaque monde virtuel, vous allez avoir des limitations techniques. Normalement, ce sont des nombres de polygones. Normalement, ce sont aussi un nombre de textures et la qualité des textures, si elles sont 4K en 8K ou simplement en 1K, donc 1024 par 1024. On verra ça un petit peu plus tard. Et là, la première chose que je vais afficher ici, juste en dessous de Viewport Overlays, je vais cocher la case statistique. Ici, j'ai mes statistiques en haut à gauche qui s'affichent, donc le nombre d'objets, j'en ai 3, bon, à savoir là j'en ai la caméra, le cube, la lumière, etc. Le nombre de triangles, le nombre de faces, le nombre d'arêtes et le nombre de vertices. Donc là si je sélectionne un objet, mon cube en l'occurrence, j'ai bien 8 sur 8, 12 sur 12, et si je rajoute un objet, bah forcément ça va augmenter. Donc là, vous allez devoir prendre la limitation technique pour chaque objet et chaque différents objets que vous allez vouloir insérer dans chaque monde virtuel. Donc 200 000 polygones, 300 000, ça c'est selon les plateformes. Puis la deuxième chose que je vais faire, on va vous faire un Shift D, pardon, je vais dupliquer ce cube, et puis je vais passer en mode objet, avec la touche Tab directement, je vais choisir ma face, ok. Donc là, si j'extrude cette face-là, vous voyez que ça ne change pas grand-chose. Je vais pouvoir modéliser, et ensuite, éventuellement, repasser en mode objet, et mettre une texture. Et puis, bah, ce qui va se passer, c'est que, en mode édition, et là, si j'extrude, ouh, la texture ne s'applique pas correctement, pas du tout. Qu'est-ce que ça se fait sur cette face-là? Ah oui, elle est complètement étirée. Alors je peux faire un revenir en arrière, hop, CTRL A, hop, CTRL A pour appliquer l'échelle, hop, je repasse en mode édition et j'extrude. Non, non, il n'y a rien qui change. Et là, je vais faire la même chose, je vais appliquer sur ce cube ici une texture, pas la même pour voir un petit peu la différence. Et ce que je vais faire dans le mode édition toujours, je vais aller dans Options en haut à droite et cocher la case Correct Face Attributes. Et on va voir tout de suite la différence. Vous allez voir, c'est énorme et ça va vous sauver la vie. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je fais exactement la même chose que sur mon cube précédent. Je vais faire une extrusion tout simplement de cette face-là. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que la texture, elle s'applique correctement sur l'ensemble de mon cube. Donc notez bien, donc en haut à droite, dans le mode édition, cochez la case Correct Face Attributes, et là effectivement je vais pouvoir éventuellement repasser en mode objet, appliquer l'échelle, donc CTRL A, Apply Scale, et là je vais avoir ma modélisation qui va bien prendre en compte. Alors j'ai quelques petites modifications à faire effectivement. Là, si vous ne savez pas gérer les nodes, je peux rien pour vous à part vous faire revenir sur la page de ganakel.com dans laquelle j'avais mis pas mal de liens pour vous apprendre qu'est-ce que c'est que les nodes, comment ça fonctionne sur une texture PBR ou pas, n'importe. Vous avez énormément de ressources, donc ganakel.com et puis les ressources Blender. Donc là je vais simplement dans mon mapping mettre Generated, je vais changer pour UV normal objet, je vais mettre Generated en général. Je vais l'appliquer sur le vecteur et puis là je vais faire deux choses, soit je vais appliquer sur un point, soit sur une texture, et là je vais ajuster en fonction. Donc ça dépend de ma texture, ça dépend de plein de choses. Je vous laisserai bidouiller là-dessus, c'est pas vraiment l'objet du cours.
du tutoriel plutôt. Donc là, deux choses à retenir: afficher les statistiques de votre scène, et dans le mode édition, donc tab mode édition, en haut à droite, vous allez cocher la case Correct Face Attributes. C'est tout bête, mais ça sauve la vie. Deuxième petite chose, juste pour vous montrer, scinder ma fenêtre du bas et j'ai juste affiché l'asset browser dans laquelle j'ai pas mal de textures gratuites. Vous en retrouvez sur pas mal de ressources. Donc là, je peux sélectionner une brique, hop, et j'applique une texture de brique sur la partie modélisée tout simplement. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est tout bête, là encore, vous la retrouvez dans plein de tutos, mais c'est quelque chose de très pratique. Donc je vais le redire ici encore. Hop, dès que vous avez ajouté un objet, on va prendre un cube de base, hop, add cube, et puis on va aller à droite, on peut aller bien sûr déployer ce module là. Donc en Z, je vais appuyer sur 1 mètre, et là on voit que le point central, donc l'objet, le point qui va servir à nos rotations, à nos positions, etc., il se situe à 1 mètre. Enlever cette partie, ça m'agace. Donc là, c'est pas ce que je veux. Je veux à chaque fois que cet objet il soit appliqué au sol, c'est-à-dire à 0 mètre, donc au point d'origine. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire clic droit. Je vais faire set origin, donc paramétrer l'origine de mon objet au 3D cursor, donc le curseur 3D qui se trouve ici. De cette manière-là, je vais pouvoir déplacer à chaque fois et appliquer l'échelle, par exemple. Je vais pouvoir déplacer sans que ça modifie à chaque fois l'échelle. Je vais en replacer un. Je vais pas faire cette petite transformation pour vous montrer un petit peu la différence. Ici encore 1 mètre. Et puis par exemple, je veux appliquer une échelle. Je veux agrandir cet objet en hauteur. SZ. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va agrandir à partir de ce point central. Donc là, je vais être obligé de passer sur X. Hop. X. Donc, forcément, il y a des objets qui vont me gêner. Je vais les enlever tout de suite. Hop. GZ. Je remets à peu près. Non, ça c'est très casse-pied. Ici, j'ai pas besoin de le faire parce que mon point d'origine, pardon, il est situé à 0. Donc là, si je modifie mon échelle SZ, là, je modifie l'échelle en hauteur sans avoir à remanier mon objet, le redéplacer en hauteur, etc. Ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc, à chaque fois en fait que je fais un cube de base, je fais ça, je fais la manière suivante, je rajoute un cube de base, ici je le mets à 1 mètre, éventuellement je peux faire ça sur d'autres axes, je vais le faire là de suite, je vais le mettre sur Y, et je vais le mettre sur X, et là, cette origine, clic droit, cette origine, 3D cursor, et là forcément je vais pouvoir SY et là déplacer mes axes SX et là forcément SZ pour appliquer l'échelle en hauteur. Pardon, pour mettre une échelle à hauteur, et je dois faire CTRL A pour appliquer l'échelle à chaque fois que j'ai terminé. Donc ça c'est quelque chose de bien pratique. Vous avez ça de base dans Blender, dans plein de tutos, mais c'est quand même très bien de le rappeler parce que ça va nous servir ici à modéliser. Deuxième chose, donc on va passer dans le mode édition. Et là, vous avez énormément d'outils, et ce qu'on utilise le plus, selon moi, c'est le loop cut. Le loop cut, vous voyez que si hop, je passe la souris simplement, je ne clique pas, je vais avoir une petite ligne jaune qui va s'afficher dans mon cube, et qui va séparer, parce que là j'ai le nombre de coutures, le nombre de cuts à 1, mais là je peux modifier ce nombre de coutures, vous n'en verrez qu'un, mais là j'avais appliqué 7 coutures. Si je fais un clic gauche, je vais appliquer 7 coutures. Très pratique, ça va me permettre de tracer un nombre assez phénoménal de petits objets, et puis je repasse en mode sélection, je vais sélectionner cette partie-là, l'extruder éventuellement, etc. Ok, très bien. Par contre, si je veux faire autre chose que ça, si je veux uniquement appliquer ce loop cut à uniquement cette face,
comment je vais devoir faire? Et ben ça c'est très simple. Là encore, petite astuce. Je fais clic droit une fois que j'ai sélectionné ma face. Je reviens, hop. Je vais sélectionner celle-là pour changer. Sélectionner. Je reviens sur le lobe cut, mais là je vais faire quoi? Je vais faire clic droit, Y pour split. Et là, on va voir que je vais appliquer uniquement. J'ai toujours mon cube de sélectionner, hein, et je vais appliquer mon loop cut uniquement sur cette face là et pas sur la totalité. Donc ce qui va me créer, si je crée un loop cut sur la totalité de mon cube et non pas juste de cette face, bah, je vais multiplier le nombre de polygones comme on le voit ici. Là je vais rester toujours à 7 ou même je peux monter à 10 et on va voir que hop, si là je fais mon clic gauche, je vais appliquer et là mon nombre de polygones il va s'accentuer très fortement. Donc ça c'est une petite astuce, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire et on voit que c'est toujours appliqué sur mon cube. Cette face là, elle appartient toujours à mon cube, elle n'est pas séparée. Ce que j'ai vu beaucoup en tutoriel mal fait, c'était clic droit, je sélectionne donc ma face, clic droit et là separate par sélection, par matériel, par loose parts. Non, par sélection, j'ai sélectionné ma face, je veux la séparer. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que là, j'ai séparé cette face-là de mon cube. C'est pas ce que je veux faire. Je veux simplement appliquer un lobe cut à cette face de mon cube. Et pas séparer. Ça peut être très pratique hein, de séparer. Mais là, c'est pas exactement ce que je veux faire. Hop. Et je reviens en arrière. Donc ça encore, quelque chose de bien pratique. N'oubliez pas à chaque fois de bien enregistrer votre projet parce que ça peut aller très vite quand vous allez vouloir modéliser à l'intérieur de Blender un monde virtuel. C'est quelle échelle va avoir votre modélisation par rapport à un personnage. En l'occurrence, ça va être un avatar. Donc là, tout simplement, vous allez télécharger un avatar, celui de Ready Player Me par exemple. Je vous ai déjà montré en tuto où aller le chercher, comment le faire, etc. Donc là, j'ai téléchargé mon fichier avec les armatures. Voilà, ça affiche comme ça dans Blender 4.0. J'ai pas besoin de ça, je veux juste avoir la taille de mon personnage. Parce qu'il va apparaître comme ça dans mon métavers, dans mon monde virtuel. Ça va me donner une idée un petit peu de l'échelle qu'il va falloir appliquer à mes objets. Par exemple, si... Voilà, c'est juste une idée de correspondance. Donc là, je refais la même chose. Hop. Clic droit, cette origine 3D cursor. SZ. Et là, je vais appliquer du coup une échelle qui sera correspondante à peu près à mon personnage. À savoir que dans la majorité des métavers, vous pouvez aller bien sûr 2D, en 3D, en VR, enfin en 3D, et en VR, vous pouvez incarner le personnage donc avec une vue première personne, mais vous pouvez aussi avoir cette vue troisième personne, donc vous êtes légèrement au-dessus. Alors vous pouvez zoomer, dézoomer au-dessus du personnage, on va voir ça un petit peu plus tard, mais vous allez avoir cette vue-là majoritairement quand vous n'êtes pas en VR, donc forcément la caméra dans votre métavers, elle va se balader comme ça. Si vous n'avez pas une dimension suffisamment grande en hauteur, donc là je reprends mon cube, je vais l'augmenter encore un petit peu, parce que là sinon ça va être un petit peu bordélique. Je vais faire ça comme ça, à l'arrache. Donc vous allez avoir parfois des pièces d'appartement à l'intérieur comme ça, bah forcément votre caméra des fois elle va se déplacer, et il va falloir éviter ce qu'on appelle le spring arm. Il va falloir éviter que cette caméra elle déborde un petit peu du monde. Donc prenez bien la dimension de ce personnage de base, et là vous faites SZ pour augmenter en hauteur, même si c'est un petit peu contre-productif, que ce n'est pas exactement ce que vous voulez faire pour votre monde virtuel. Pensez bien à ces contraintes techniques là aussi. La caméra forcément en vue troisième personne, elle va se balader autour, et bah pareil hein, c'est si je déplace mon personnage, voilà, je suis à côté d'un mur, hop, et là pareil, bah ma caméra elle va se déplacer de cette manière là. Si je déplace mon personnage en le faisant courir, etc., ça peut être très compliqué de voir quelque chose. Donc prenez bien la dimension de cet objet de base, agrandissez-le au maximum, prévoyez des espaces larges, et même je dirais des choses qui sont sans toit, des choses en extérieur.
Autre chose très importante dans la modélisation, vous allez choisir la totalité de vos faces. Et puis quand on va avoir quelque chose d'extérieur, puisque là, si vous connaissez les normales, elles sont appliquées à l'extérieur. Je peux revenir en haut à droite, Overlays et Face Orientation. On voit que mon cube est orienté vers l'extérieur, donc si j'applique ma texture, elle va être appliquée des deux côtés, mais bon, cette texture là, elle va être appliquée pour l'extérieur. À l'intérieur, c'est rouge. Moi, je veux éviter d'avoir une texture qui soit faite pour l'extérieur. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais faire Face, Mesh Tools, pardon, clic droit, Mesh Tools et Flip Normals. Donc là, je vais le refaire depuis le début. Je reviens donc du mode objet, Tab, Edit Mode. Hop, je sélectionne tous mes objets A pour All. Je sélectionne tous mes objets, clic droit, Mesh Tool, Flip Normal. Et là, j'ai inversé mes couleurs. Donc l'extérieur, c'est en rouge. Et à l'intérieur, je vais avoir du bleu. Et là, je vais pouvoir appliquer ma texture. Hop, je glisse et dépose cette texture. Je vais modifier ça parce que c'est beaucoup trop grand. Même en ayant appliqué une échelle ou quoi que ce soit, c'est pas forcément évident. Et là, ce que je vais faire, je vais simplement modifier les échelles d'application de ma texture. Je vais éviter. Voilà, je vais enlever Face Orientation. Hop. Hop. Et je vais mettre Generated Texture. On voit que ça va changer quand même pas mal de choses. Et là, ce que je vais faire, c'est simplement modifier. Je veux pas du plat, d'appliquer sur la totalité de mes textures. Je vais alors mettre tout ça en box. Vous voyez que j'ai déjà changé pas mal d'éléments. Je suis dans une boîte, dans un cube, et vous voyez que ma texture elle est appliquée bien différemment. Hop, avec le Spring Arm, ça change quand même pas mal les choses. Tiens, je vais essayer de laisser ça d'appliquer la valeur. Hop, Generated Texture, j'ai mis ça en box parce que je suis dans une box, on va dire ça comme ça pour simplifier. Et j'ai appliqué ma texture différemment sur mes côtés. Donc Generated Texture, modifier la valeur sur toutes les échelles, donc X, Y, Z, et j'ai surtout mis en box, ça change largement la donne. Et là je vais pouvoir commencer à par exemple appliquer, à éventuellement insérer des objets que j'ai pu récupérer par exemple sur Sketchfab, un très bon site qui va se transformer en Fab très bientôt. Je vais aller dessus directement, le site excellent, on remercie encore Alban Desnoyelles pour l'avoir créé. Et qu'est-ce que je veux? Eh ben je veux un modèle téléchargeable, gratuit. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Licence. J'ai besoin d'une licence, j'ai besoin d'une autorisation pour selon. Eh ben on se retrouve avec les licences CC dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Là j'aurais dû, tiens, je vais utiliser ce truc là qui est pas forcément super traduit. Je sais pas si, si c'est bien traduit là pour une fois. Et à chaque licence, donc CC, BY, CC, BY, SA, etc. J'ai des autorisations selon la licence CC auquel appartient qui est affilié plutôt à chaque objet 3D ou scène 3D. Donc là, CC BY, l'auteur doit être crédité, l'utilisation commerciale est autorisée. Donc je peux utiliser par exemple cette licence CC BY, mais je ne peux pas revendre. L'auteur doit être crédité, les versions modifiées doivent être sous licence, l'utilisation commerciale est autorisée, etc., etc., etc. Donc vérifiez bien les licences que vous avez selon votre projet. Et puis je veux des plantes. Allez, je veux des plantes dans mon horizon, dans ma petite maison. Et alors là, quand vous voyez un petit S, c'est disponible en magasin, vous pouvez l'acheter. Moi je vais en prendre une gratuite, juste pour vous montrer quelque chose de joli, tiens j'aime bien ça. Plante tropicale. Voilà, plante tropicale. Choisissez quelque chose de low poly. Mettez low poly éventuellement dans le titre, dans votre recherche. Parce que je regarde le nombre de triangles et je suis déjà à 1,1400 du coup. Ça fait quand même beaucoup.
1400 triangles, on peut bien sûr inspecter pour voir s'il y a beaucoup de triangles justement. Model Inspector et Wireframe. Ah, ça fait beaucoup, mais en fait ça va. Et ben je vais prendre ça. Hop, Download 3D. Et on voit tout de suite que j'ai des différents formats. Donc FBX, ça ira très très bien pour Blender, mais encore plus facile. Donc USDZ, je reviendrai un jour sur ce format-là. GLTF et GLB avec une texture de 1K, donc 1024 sur 1024. C'est très bien, je download. Je reviens, hop, terminé. Je reviens dans Blender, File, Import, et là je vais choisir GLB, GLTF 2.0. Allez, j'importe ça directement. Oula, qu'est-ce qui se passe? Là j'ai beaucoup de choses. Vous voyez, hop, j'ai beaucoup d'éléments, les leaves, les trunks, les objets, etc. Et seulement j'ai mon vrai objet 3D qui est là. Donc là, si je déplace, alors c'est extrêmement grand, c'est pas du tout à la taille. Hop, je vais choisir la totalité de ce Sketchfab modèle. Hop, je diminue. Oula, c'est beaucoup trop grand, mais c'est pas bien grave. Allez, pour vous montrer. Là, quand je télécharge un modèle Sketchfab, en général, j'ai ça. Des routes nodes, des éléments, des leaves, etc. Et puis il va falloir que je digresse beaucoup pour trouver finalement ma plante 3D. J'ai pas besoin de tout ça. Moi, je veux ça et ça. Les trunks tropical plant et leaves tropical plant. Bon. Root nodes, etc. en fait. Et surtout, ça a l'air d'être bien affilié. Mais j'ai un petit fil qui s'affiche ici. Je sais pas si on le voit bien à l'écran. Je vais zoomer un petit peu. Hop, je vais faire comme ça. J'ai un petit pointillé qui s'affiche ici. Non, tout ça, j'en veux pas. J'en veux pas et ça peut m'embêter très vite dans ma modélisation 3D. Je vais devoir déplacer des éléments. Je ne veux pas tous ces petits pointillés à chaque fois qui peuvent être très embêtants. Encore sur ce modèle-là, ça va. Donc je vais sélectionner, je vais digresser pour trouver mon objet 3D. Vous voyez qu'ici, il s'affiche en triangle avec ce triangle-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Alt P une fois qu'il est sélectionné. Et là, je vais en fait supprimer le parent. Le parent qui est le FBX machin truc bidule. J'en ai pas besoin. Je vais supprimer ce parent-là pour éviter cette affiliation, ce petit pointillé. Donc là, je vais faire non pas Clear Parent, je vais faire Clear and Keep Transformation. En gros, je vais garder la transformation que j'ai appliquée, non seulement la localisation, mais aussi l'échelle. Hop, et bizarrement, il va se retrouver ici, tout seul, complètement indépendant du Sketchfab modèle, du 7D machin truc bidule, et je vais devoir faire aussi la même chose pour chaque objet. Hop, Alt P, Clear and Keep Transformation, ok. Donc là j'ai mes deux objets qui sont séparés, je peux même supprimer directement Delete hiérarchie, et là je peux même clic droit, je peux sélectionner donc mes deux objets, pardon. Je vais faire clic droit, join, et je vais le garder comme ça. Voilà, ça va être très bien. C'est quelque chose que j'ai vu rarement en tuto, donc je me permets de le redire ici. Je pense que ça peut en aider certains. Ces petites choses-là qui sont assez contraignantes, on télécharge un truc sur Sketchfab, et puis malheureusement, on se retrouve avec des pointillés, des affiliations, etc. dont on ne veut pas. La petite manière facile, c'est de sélectionner chaque objet et de faire Alt P pour supprimer les parents. Et on voit toujours que je suis largement dans la limite, donc 17 367, j'ai 4 objets, dont mon avatar, mon cube, etc. Je suis large. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Forcément, je vais ajouter un petit peu de lumière. Parce que là, c'est un petit peu sombre. Alors, les lumières, elles peuvent être créées de différentes manières. On peut éventuellement ajouter des fenêtres. Ce que je vais faire ici, tiens, tout simplement. Hop, je vais faire clic droit, split, je vais faire un petit loop cut, j'étais à 10, ok, 10,
Et là, je vais réduire à 4. Je vais choisir ça. Je vais supprimer, j'en ai pas besoin. Je vais supprimer les faces. Hop, j'ai ma fenêtre. Mais la lumière, elle vient toujours pas pour autant. J'en ai pas. Non seulement j'ai pas de soleil, et puis je n'ai pas de, j'ai pas de lumière, tout simplement naturelle ou non naturelle. Et puis dans les moteurs dans les moteurs de monde virtuel, de métavers, forcément j'ai un moteur de jeu, mais qui est largement réduit par rapport à un moteur de jeu vidéo. Donc il va falloir que je fake, il va falloir que je triche ça. Je sors du mode edit, je vais ajouter une light. Je vais ajouter quoi? Un spot. Allez, je vous le fais rapidos. Et puis, admettons, je vais rajouter light, un soleil. Allez, je fais ça rapidement. Je vous le mets là comme ça. Hop. Je vais passer tout de suite à une chose que je n'ai pas dite encore. Je vais changer le moteur ici de rendu. Je vais pas rester sur Eevee. Et je vais passer sur Cycle. Allez, je vais refaire l'enregistrement puisque en passant dans le moteur de rendu Cycle, et ben forcément le son bug. Donc je passe en Viewport Shading Material Preview uniquement. Ça devrait économiser largement de la mémoire pour l'enregistrement, désolé. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon cube tout simplement. Et puis je vais appliquer une autre texture. Hop, à mon sol et à mon plafond, ce sera quand même beaucoup plus logique. Donc là, je passe dans Material, j'ai sélectionné mes deux faces, donc mon plafond, mon sol, et je fais Assign. Je rajoute, pardon, une nouvelle texture, hop, et je fais Assign. Donc j'applique une nouvelle texture, tout simplement à mon sol et à mon plafond. Qu'est-ce que je vais choisir? Du wood. Je vais choisir un parquet, un joli parquet. Off, appliqué. Et là encore, je passe en generated. Je vais laisser en point. Je vais laisser en flat puisque je suis sur du plat. Et je vais réduire tout ça. Non, autant. Allez, 1,6. Ok. Alors, on voit bien que. Alors, je vais pas appliquer les lumières. Je vais pas passer en viewport shading. Ou alors, je repasse dans cycle pour vous montrer tout simplement. Hop. Voilà, bon, je vais appliquer cette lumière là. Le problème, quand je vais vouloir exporter chacun de mes objets en GLB, GLTF, c'est qu'il y a deux choses qui vont se passer. Non seulement je ne vais pas avoir la lumière d'enregistrer, je vais repasser là-dessus, je ne vais pas avoir la lumière d'enregistrer, donc mes différentes sources de lumière sur mon matériau, mes différents matériaux, mais en plus le mapping ici de ma texture, de chaque texture. Hop, je repasse sur le Blackthorn et le Cedarwood. Tout simplement le mapping ne va pas être appliqué. Alors du coup, comment je vais faire pour pouvoir exporter correctement? Il va falloir faire ce qu'on appelle un bake. Et là, pour ça, sur chacun de mes éléments, donc slot 1, slot 2, je les retrouve ici, slot 1, slot 2. Ce que je vais faire ici, et je vais être dans une texture qui va être 1024 par 1024 pour être le plus léger possible, je vais faire Shift A, j'ai dit Shift A, texture, image texture, je vais faire un New, je vais rester donc en 1024 par 1024, je vais mettre Bake Cube, j'appuie bien sur OK. Je copie-colle sur mes deux slots parce que je n'en ai que deux. Donc je sélectionne bien à chaque fois slot 1, slot 2 et je sélectionne bien mon Bake Cube. Je reviens dans Render. Il faut absolument que je sélectionne en Cycle parce que ça ne fonctionne pas en Eevee. Je vais quasiment tout en bas et je vais aller dans Bake. Alors là, il y a plusieurs manières de Bake. Il y en a quasiment un par personne et un par objet. Donc on peut bake, donc on peut cuisiner si vous voulez, garder toutes les informations de la texture dans un combine dans Ambient Occlusion, Shadow, Position, etc. Et puis moi tout simplement le process que j'ai remarqué qui marchait le mieux,
qui n'est pas parfait mais qui marche le mieux quand même, pour garder les informations de lumière en tout cas, c'est le bake en combine. On va voir ça de suite. Donc là j'ai bien sélectionné tout ça, mais avant de faire bake, je vais aller ici dans data properties et je vais rajouter une UV map, pardon. Je vais passer en mode édition, je vais sélectionner avec A toutes mes faces, et là je vais faire U pour aller chercher Smart UV Project. Je clique dessus, Scaled, ok, et là ce que je peux faire c'est aller hop en haut à gauche, je ne clique sur rien pour l'instant, je transforme ma souris en la petite croix sur le coin, j'étire et je vais aller chercher UV Editor. Donc là on voit que la totalité de mes faces sont bien appliquées ici, relativement correctement. Ça sera largement suffisant en tout cas pour baker la texture ici. Ce qu'il faut faire ici, c'est dans la UV Map 001 que je viens de créer, je la sélectionne, mais j'affiche toujours l'UV Map normale, la première. Donc de cette manière, je vais baker sur cette UV Map toutes les textures. Je reviens ensuite dans Bake, donc Render, Bake, Combine, et je clique Bake. C'est parti. Voilà, mon bake est terminé. On voit bien sur l'image de gauche, donc dans UV Editor, que j'ai bien mappé en fait toutes les textures, y compris la lumière appliquée à mon objet, mon cube 3. Et puis là, si par exemple je fais un Shift D, hop, Shift D, je vais avoir mon cube 1 ici, cube baké. Je vais supprimer la totalité de mes textures appliquées. Je vais reprendre mon cube 03 là. Je vais copier-coller cette texture là sur mon cube baké. Je fais New. La première chose que vous allez faire généralement, c'est prendre la texture baké et la mettre en base color. Le problème, c'est que vous voyez, non seulement les UV ne sont pas corrects, donc là je vais passer directement dans Data et je vais afficher mon UV map 001. Et puis bah c'est pas terrible quand même. Le résultat il est assez moyen, on va dire. La première chose que je vais faire, c'est supprimer ce Principal PSDF et je vais faire Shift A pour aller chercher un shader émissif, donc émission. Et je vais le connecter à surface. Et là, j'ai tout de suite une texture qui est beaucoup plus correcte. Alors attention, là j'ai texturé, j'ai baké sur une image en 1024 par 1024. C'est très flou. Le rendu est très flou, c'est peut-être suffisant pour votre projet, mais il y a quand même un rendu très flou. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, je vais désafficher mon cube baké, pour éviter ce genre de petits désagréments, pour augmenter un petit peu, non pas la résolution directement, mais le mappage en fait de votre texture, c'est que vous allez passer en mode édition, et sur chaque par exemple, ouais, là, je vais faire split. Et là encore, bah, je vais multiplier des loop cuts. Alors c'est contre-productif parce que bah, ça forcément ça va vous créer des faces, des vertices supplémentaires, des triangles éventuellement. Mais c'est pas très très grave. Hop, hop. Là aussi, je vais le faire sur cette face. Hop. Pourquoi il me sélectionne pas? Forcément, je suis pas dans les faces. Hop, hop. Je vais faire split. Là encore. Un loop cut dans ce sens-là, dans l'autre sens.
et je vais refaire une UV map forcément parce que ça va être mappé autrement. On va voir un petit peu la différence. Toc, toc. Je refais en mode édition U, Smart UV Project. Non, j'ai pas sélectionné toutes mes faces, je refais Smart UV Project. Ok. Et là, il m'a mappé autrement encore. Je reviens. Je peux refaire un bake. Attention, je désaffiche bien mon cube baké parce que sinon, si je l'affiche, ça va me créer une texture noire parce que les deux vont se superposer. Donc je désélectionne bien ça en mode rendu surtout. Hop, cube 3. Je rebake. C'est parti. Alors hop, ça c'est pas connecté, ça c'est bien. Hop, c'est parti. Ok, alors c'est reparti. Mon cube baké, je le réaffiche. Et pourquoi il est comme ça? Encore une fois, je réapplique mon UV map. Et je l'ai bien. Je vais rezoomer ici. Plus besoin de mes textures. Voilà, bake cube. Et je mets sur un shader émissif. Donc un shader émission. Material output. Ok. Et là, bah, forcément, je vais devoir refaire la même chose. Et là, je l'ai fait un petit peu, mais je vais refaire la même chose à chaque fois pour tous les objets en fait de ma scène. Donc ma plante, mon appartement, etc. etc. D'ailleurs, je m'aperçois que la texture n'est pas appliquée correctement. Pourquoi? Et là, simplement, je viens de me souvenir d'une chose tout bête et à la fois très très casse-pied. C'est que là, il va falloir que vous alliez en haut à droite et dans le viewport shading que vous changiez régulièrement l'affichage de afficher correctement en fait votre modèle 3D, les UV maps appliqués, etc. Parce qu'il y a un petit bug d'affichage, tout simplement. Et je m'en étais pas aperçu avant, donc je suis désolé. Ça devait faire l'objet justement du petit tuto, et c'est quelque chose qu'on voit pas régulièrement non plus dans les tutoriels. C'est que là, il y a un petit bug. Donc il va falloir que vous réaffichiez, voire refaire, sauvegarder, puis réouvrir en fait votre fichier Blender de façon à afficher correctement l'image ici. Et là, c'est pas le cas. C'est pas grave. Je vais continuer mon tuto comme ça. On va partir du coup sur un export GLTF, GLB, en sélectionnant donc notre cube baké, éventuellement nos différents objets en fait, mais donc dans la sélection de tous nos objets, on va avoir aussi la caméra, les lumières, mais les lumières, la caméra ne va pas s'exporter en GLB, GLTF, on va seulement exporter les objets, les mèches directement, donc les petits mèches qui sont là affirmés en triangle. Donc on va en gros sélectionner la plante et mon cube. On va aller en haut à gauche, File, Export, GLB, GLTF, on va se retrouver dans cette configuration ici. On va inclure les objets sélectionnés uniquement. Et petite chose à noter aussi, dans Data, on va aller dans Mesh. Et si vous avez appliqué par exemple si vous voulez appliquer des modifiers qui sont simplement pas appliqués à vos objets, par exemple si je fais une déformation wireframe ou quoi que ce soit, si le modifier n'est pas appliqué, bah forcément je vais exporter non appliqué. Donc là, appliquez bien les modifiers dans votre export. Et là, je vais faire ensuite export GLTF. C'est seulement ainsi qu'on va pouvoir avoir un objet 3D. Et là, je vous conseille simplement d'utiliser un petit site pour visualiser tout simplement votre GLB, GLTF. Et là, je vais bien afficher mon modèle 3D en GLB, GLTF avant de l'exporter, savoir si ça correspond bien, si j'ai pas fait d'erreur. Là, j'en ai fait plusieurs dans ce tutoriel, c'est pas très grave. C'était simplement pour vous montrer et vous donner des petites astuces. Donc là, je visualise, je regarde correctement, je peux éventuellement le remodifier en JSON uniquement GLTF ou en binary GLB. Et du coup, je vais pouvoir importer dans mon monde virtuel, dans mon métavers, cet objet 3D.
Éventuellement, si vous avez des animations, vous pouvez tout à fait les exporter. Prenez bien en compte quand même que ça va demander des ressources supplémentaires et l'affichage ne sera pas forcément correct. Donc méfiez-vous quand même de tout ça. Allez, une dernière petite chose dans Blender. Si éventuellement vous n'avez pas d'affichage, de modification, de HDRI, de sphère 360, vous pouvez en créer vous-même tout simplement en affichant une image 360 dans une sphère. Pour ça, je vais aller créer une sphère, donc add mesh. Je vais prendre une simple UV sphère. Je vais augmenter sa taille. Hop, shape auto smooth. Et là, pareil, je vais aller dans le mode édition. J'ai déjà sélectionné toutes mes faces. La première chose à faire, c'est clic droit, mesh tool, flip normal. Donc là, je peux éventuellement réafficher, je vous l'ai dit. Toc. Face Orientation, donc là je serai bien en bleu à l'intérieur, ok, et en rouge à l'extérieur. Je vais faire New, je vais faire Shift A, Shader, non, Texture, Environment Texture, je vais faire Open pour aller chercher un HDRI, n'importe lequel, je le connecte à ma base color, je vais enlever Face Orientation, et j'ai bien mon image 360 dans une sphère que je vais pouvoir exporter directement. Donc je le sélectionne bien à part, export et GLB, GLTF 360. Ok, j'inclus uniquement les objets sélectionnés. J'enlève l'animation. Je n'ai pas de modifier, c'est pas grave, ça va pas être appliqué. Et j'ai bien une sphère 360 que je vais pouvoir importer dans mon métavers. Voilà, ça peut quand même être assez pratique selon les plateformes, effectivement. Vous n'aurez pas la possibilité de modifier tout ça. Voilà, ça j'en ai plus besoin, et puis on va voir tout simplement qu'est-ce que ça peut donner. On se retrouve ici dans Frame, une des plateformes de métavers, les plus connues pour les entreprises en général. J'ai bien mon avatar Ganakel connecté directement à Ready Player Me, donc j'ai pas eu besoin d'aller le rechercher. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai quand même une surface au sol assez importante et une hauteur sous plafond assez importante aussi, de façon à ce que la caméra, que je peux dézoomer comme ça, je vais pas me cogner dans les murs à chaque fois. La preuve, là, j'ai bien un plafond, mais il n'est pas visible quand la caméra, alors sur cette plateforme là, hein, ce n'est pas forcément le cas de partout, mais si je dézoome, je vois, j'ai pas la caméra qui va venir m'embêter. Je vais rezoomer, pas autant, hop, et je peux me déplacer en courant, pas en courant. Je peux discuter avec des personnes, je peux écrire, je peux avoir des manifestations, hop, et je peux éventuellement générer des petits cœurs, des smileys, etc. Bref, je peux afficher aussi des images 360, de l'audio, du texte, etc. Donc ça peut être assez pratique. Des PDF, je peux éventuellement faire quand même pas mal d'interactions dans ce genre de monde là. On voit que les couleurs ici et la luminosité, elle est bien prise en compte. Donc ça c'est les petites modifications qu'on peut faire, que ce soit dans Blender ou d'autres logiciels bien sûr. Je vous l'ai montré dans Blender, mais il existe plein d'autres logiciels. Surtout pour baker, ça sera certainement beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique. Voilà, je peux me balader dans ce genre de monde là, faire des présentations, des galeries éventuellement. Et puis je vais vous présenter Captic. Alors Captic, hop. Là encore, des connexions avec Ready Player Me. On peut faire des galeries d'art, on peut faire des présentations pour les colloques. Bref, il y a quand même pas mal de choses. Je vais partir sur mon compte et me retrouver voilà, dans un monde, un autre métavers. Je peux afficher différentes choses, un petit tutoriel pour savoir comment je me déplace, les petites interactions. Et je vais vous montrer une petite chose toute bête à laquelle on ne pense jamais. Mais ici, alors, j'ai une petite collision qui se crée, donc j'ai de la physique dans ce monde-là. Je ne la vois pas, mais je ne peux pas aller passer au-delà de la scène. Il va falloir que je ressorte de cette manière-là, uniquement. Je ne peux pas sauter, je ne pourrai pas passer. Pourquoi? Tout simplement en mettant une barrière physique invisible. Donc pensez à faire des matériaux invisibles qui seront des barrières physiques dans votre monde virtuel.
C'est tout bête, mais fallait y penser. Voilà, vous pouvez effectivement l'afficher avec un matériau glace, un matériau vert, mais pensez aussi à des petites interactions. Hop. Des petites interactions invisibles, de la physique invisible. Ça peut être quand même bien pratique. Certains mondes sont tellement ouverts que si je déborde de ce monde-là, eh ben je continue à tomber perpétuellement et il va falloir que je refresh la page et ça peut être très embêtant. Donc pensez à créer des petites barrières physiques, ça peut vous sauver la vie dans ce genre de petites configurations-là. Voilà, j'espère que vous avez une vue un petit peu meilleure des mondes virtuels, des métavers, qu'est-ce qu'on peut y faire. Vous allez pouvoir visiter différentes plateformes, on peut faire des jeux bien sûr, des colloques, des présentations professionnelles, des communautés, ça quand même c'est assez pratique, même si en VR ça doit être quand même beaucoup plus ludique, mais voilà. Essayez, la plupart des frames, la plupart des captiques sont gratuits, vous en avez un ou deux je crois de mémoire, où vous pouvez créer, et puis après vous avez forcément des formules payantes si vous voulez partager, et après bah forcément vous avez des formules payantes qui vont vous permettre de créer plus, mieux et avoir des meilleures interactions et surtout différents mondes dans lesquels vous allez pouvoir naviguer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci et à bientôt pour de prochaines émissions.